Salut, c'est Clémentine Elise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Hello et bienvenue sur le podcast de la loose pour un épisode un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui on va faire avec ma chère co-hôte le bilan de cette première année de podcast. Lise, coucou, comment vas-tu ? Eh bien coucou, ça va très bien et toi ? Je lutte contre la canicule parce que à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode, on est mi-août et chez moi à Toulouse il fait 40 degrés dehors, donc voilà, c'est un pur plaisir, mais je suis ravie d'être avec toi pour cet épisode débrief. Malgré tout, malgré la chaleur, on est là. Si vous nous regardez sur YouTube, du coup, il n'y a peut-être pas trop de lumière, mais vous comprendrez qu'on ne peut pas ouvrir les volets. Bref, c'est la loose, mais on est là pour ça. Donc, on voulait faire ce petit épisode parce que c'était important pour nous, plus pour nous, pour un projet qui est parti un petit peu dans tous les sens, de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé pendant un an déjà ? Déjà, de se dire, ça fait déjà un an, c'est assez dingue. Et même plus. Et même plus. On en reparlera après, mais et même plus. Et juste pour vous faire un petit bilan, parce que c'est quand même assez fou, sur un projet qui à la base est très bénévole, sur notre temps libre finalement, on a quand même eu plus de 5500 écoutes à ce jour, évidemment, on compte sur vous pour les faire grimper. Plus de 1000 abonnés sur toutes les plateformes, donc YouTube, Spotify, Apple Podcasts, sur les réseaux, etc. Quand même 48 épisodes pour cette première saison, donc 43 invités de tous horizons, tous niveaux, des duos, des solos, enfin vraiment, je pense que ça a été très riche en termes d'invités, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, des dizaines de commentaires qui nous ont énormément touchés et qui nous ont prouvé qu'on avait eu raison de faire ce podcast et que vraiment c'était d'utilité publique, c'est quand même assez souvent revenu. Et je pense que ça nous a énormément touchés parce qu'encore une fois, c'est bénévole ce podcast. On touche rien, on n'a pas d'intérêt pour nos business respectifs, je veux dire, à faire ça. C'est juste, vraiment, on avait envie de vous accompagner là-dessus et de vous montrer que on passe tous par là. Donc ça nous a tellement touchés de voir que la mission, je pense, est accomplie. Encore une fois, vous nous direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est quand même assez fiers, assez touchés de ça. Ouais, et je me permets de rajouter aussi du coup, parce que pour celles et ceux qui seraient arrivés en cours de route et qui connaissent pas la genèse de ce podcast, nous à la base avec Clémentine, on se connaît depuis 2022. On s'était rencontrés sur un événement professionnel à Paris, etc. Donc ça commence à faire un petit peu, un peu de temps. On a hyper bien matché, on est resté en contact et tout, on rigolait, on a papoté. Je l'ai invité en live sur mon Insta, elle m'a invité en podcast, un invité sur son podcast, pardon. Bref, on discutait, on papotait, en rigolant, on est parti d'une connerie, mais vraiment d'une connerie, où on voulait créer notre propre talk show, justement, parce qu'on en avait un peu ras le cul, on va dire ce qui est, justement de tous les côtés success story qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, alors que nous, on galérait, clairement, on était vraiment un peu au fond du seau, et en fait, ce podcast, à la base, on l'a déjà plus créé pour nous amuser, pour nous faire kiffer, et quand on voit, justement, tout l'engouement qu'il y a autour de chacun des épisodes, de toutes ces histoires qu'on a pu entendre, de tous ces conseils aussi qu'on a pu écouter de la part de nos invités, etc. et de vos retours où du coup vous nous faites des remarques comme quoi le podcast vous fait du bien, qu'il a certaines vertus thérapeutiques, etc. Nous on est juste trop contentes parce que ça a un peu dépassé nos attentes. Finalement on n'avait pas spécialement d'attente ni d'objectif, vu que ça reste un projet kiff, un projet bénévole où on le fait vraiment avec le cœur et sans rien attendre en retour, mais ça a clairement dépassé ce qu'on aurait pu s'imaginer finalement. Donc c'est trop chouette, merci à vous, merci beaucoup, parce que nous ça nous pousse à continuer, ça nous pousse à trouver des histoires toutes différentes à chaque fois, avec des invités de qualité. Nous aussi on kiffe animer le podcast parce que on a aussi le côté un peu gossip, où du coup on connaît en avance un petit peu les exclus de certains invités, et en fait voilà, c'est vraiment un podcast, un média qui vous fait du bien à vous, qui fait du bien aussi à nos invités et qui nous fait kiffer à nous. Donc c'est vraiment un triple win, et on espère continuer sur cette lancée.
pour cette nouvelle saison, dont on vous teasera quelques informations un peu plus tard. Mais avant ça, on voulait faire quand même un petit bilan de cette année en se posant des questions mutuellement justement sur nos ressentis, ce genre de choses. Donc, si tu es prête, Clémentine, je vais te poser la première question. C'est Qu'est-ce parti. que tu retiens de ce podcast, de cette première année? Qu'est-ce que, voilà, s'il y a un truc que tu dois retenir, qu'est-ce que c'est? Justement, tu as commencé à en parler un petit peu, mais c'est vraiment ce côté thérapeutique. Parce que moi, ça m'a vraiment choquée, enfin surprise, mais dans le bon sens, à quel point que ce soit alors pour nous, ou pour nos invités, ou pour nos auditeurs, auditrices, à quel point ça a été thérapeutique. À chaque fois, c'est ressorti. Donc pour nos auditeurs, auditrices, à chaque fois, vous nous avez dit, ouais, ça me fait du bien, je me rends compte que je suis pas toute seule, je me rends compte qu'il n'y a pas que moi qui traverse ça, même des gens que je pensais voilà, qui étaient au top du succès et à qui ça pouvait pas arriver, etc. Donc je me rends compte que c'est pas moi forcément le problème, c'est pas tout ma faute. Donc il y avait ce côté très thérapeutique, ou même des personnes qui nous ont dit ah, j'ai repensé à votre épisode l'autre fois et du coup ça m'a permis de prendre du recul sur telle situation. Je trouve ça génial. Et même chez les invités, que certains nous aient dit, je crois que c'était Cassandre, genre ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Le nombre de personnes qui nous ont dit waouh, j'avais pas réfléchi à ça, j'avais jamais mis ça en lumière, j'avais pas pensé à ça, et là ça me vient d'un coup, et ça met les choses un peu en perspective. Je trouve ça assez fou pour un podcast où à la base juste on discute, on parle de lose, on parle d'échecs, mais on arrive à mettre les gens visiblement assez en confiance pour pour qu'ils témoignent, pour qu'ils se confient et pour que ça leur fasse du bien aussi, même en tant qu'invité, où techniquement tu te dis bon ils sont aussi passés au-dessus de tout ça. Non, il y a encore des choses, ça leur fait du bien d'en parler et d'oser en parler comme ça au micro, et ils se sentent suffisamment à l'aise d'en parler. Donc moi c'est vraiment ça que je retiens. C'est ce côté très thérapeutique, enfin, comme tu disais, que ça vous a fait du bien, ça nous a fait du bien, et que ça a relâché un peu la pression pour tout le monde, je pense. Donc ouais, je pense que c'est vraiment ça mon gros point de retien. Voilà. Et toi, du coup? Alors moi je te rejoins sur ta vision des choses, mais du coup moi ce que je retiens dans tout ça, ça va paraître très con, hein, mais c'est qu'en fait on est tous des putains de losers, hein, de manière globale, peu importe d'où on vient, peu importe notre expérience, notre domaine d'activité, peu importe si on fait des milliers ou des millions de chiffres d'affaires chaque année, peu importe, vraiment, peu importe la personne qu'on est, à un moment donné, on est tous en galère, on est tous en échec, on se casse la gueule. Et en fait, quelque part, d'un côté, c'est rassurant parce que on se rend compte que ça reste des étapes obligatoires. En fait, il faut pas avoir peur de se planter, il faut pas avoir peur d'échouer parce que quoi qu'il arrive, on sait déjà que sur le papier, on va finir par échouer quelque part. Donc voilà, pourquoi lutter contre l'échec plutôt que de l'embrasser, ouvrons nos chakras. Non, je rigole. Mais voilà, plutôt se dire, plutôt que d'être en résistance face à l'échec, de tout faire pour l'éviter, plutôt partir dans ce style de se dire, en fait, je tente mon truc, si j'échoue, c'est ce que c'est que ça doit arriver, et derrière, je rebondis, etc. Et en fait, c'est vrai dans la vie de tous les jours, même en dehors de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que quand tu apprends à marcher, tu te casses la gueule un nombre incalculable de fois avant de réussir à tenir sur tes deux jambes. Pareil, quand tu fais du vélo, avant d'enlever les petites roulettes, tu t'es mangé des gadins, je pense que tu t'en souviens encore, et même quand tu joues au loto, t'acceptes de perdre de l'argent pendant des années, pendant des mois, pour peut-être espérer gagner un jour, tu vois. Donc pourquoi on applique ce concept dans tous les aspects de notre vie, mais pas dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et du coup, c'est ça que j'ai vraiment retenu sur cette saison, c'est qu'en fait, on va tomber et on va se relever, et c'est comme ça, c'est le cycle de la vie, et puis c'est ce qui fait de nous des personnes meilleures de jour en jour. Voilà ma petite conclusion. Je rebondis sur ça parce que ça me fait penser à ça. J'hésitais avec ça, justement, ce côté que je retiens, ce côté rebond. Tu vois, ce côté, toujours, oui, on s'est tous plantés et tous les invités qu'on a eus se sont plantés à un moment donné, et fort. Il y en a qui se sont vraiment plantés fort, hein, que ce soit physiquement ou en termes de business, ça a été très violent. Mais en fait, à chaque fois, il y a eu du rebond. À chaque fois, il y a eu quelque chose. À chaque fois, ils s'en sont sortis. Il y a quelque chose qui les a mobilisés. À chaque fois, c'est reparti. Peu importe, même quand Elsa, elle est retournée dans le salariat, c'était un rebond comme un autre. Et en fait, elle l'a pas du tout vu comme un échec, genre c'est fini. C'était au contraire un rebond pour se dire, ok, je retournerai dans l'entrepreneuriat grâce au salariat. Donc, je trouve que ça montre, comme tu dis, on est des êtres humains.
On passe tous par là. Mais on a aussi une capacité de rebond et de résilience qui est assez incroyable, en fait. Donc, bravo. Bravo à tous les losers, malgré tout. On est les meilleurs des losers, ouais. C'est ça. Ok, trop cool. Prochaine question, du coup, quelle est l'interview qui t'a le plus marqué et pourquoi? Alors, j'ai réfléchi. Je peux pas en donner qu'une. J'en ai 3, mais je vais être assez rapide dans mon... assez rapide dans mon pourquoi. Une des interviews qui m'a marquée, c'était avec Swan. Parce que, ben, voilà, on est allé profond dans le sujet. Je veux dire, on parlait de Luz et on est quand même arrivé à l'impact de son adoption, du fait qu'elle ait été adoptée et de tout l'impact que ça avait sur le côté. Il faut que je prouve que je mérite ma place. Il faut que je prouve que mes parents doivent être fiers de moi. Il faut que je prouve qu'ils ont eu raison de m'adopter et que tout ça, ça se retranscrivait du coup dans sa vie de tous les jours, dans comment elle voulait performer, ce qu'elle voulait montrer, ce qu'elle voulait réussir, etc. Et cette peur de l'échec. Et du coup, ça m'avait vraiment touchée et montré à quel point, justement, on peut pas distinguer pro-perso quand on voit que là, c'est quelque chose de très personnel qui était complètement imbriqué dans le pro et qui a fait que ça avait un impact énorme sur l'entrepreneur qu'elle était et la personne qu'elle était. Donc moi, ça m'avait énormément touchée. Deuxième interview qui m'a énormément touchée, Aline et Claudie. Pareil, parce que face à la maladie, là, c'était assez impressionnant de se dire, à la base, elles étaient juste collaboratrices, associées, elles travaillaient ensemble. Mais en fait, ça a été vraiment là, dans le meilleur, pour le meilleur et pour le pire, en fait. Là, elles ont traversé des trucs forts. Ça a été compliqué d'affronter la maladie, ça a demandé plein d'ajustements, etc., avec beaucoup de stress, beaucoup de questions, etc. Et au final, elles avaient qu'un truc en tête, c'est non, mais ça va pas nous arrêter, on va être là pour nous, et on va avancer, et on va faire avec. Et cet exemple de résilience et de motivation et de gros fuck à la maladie, j'ai adoré ça. C'était waouh. Et je rebondis juste aussi parce que du coup sur cet épisode-là je te rejoins totalement, mais il y a aussi l'effet que ça peut avoir sur les auditeurs parce que, à titre personnel, moi je me suis dit en vrai, il y a des jours je suis au fond du seau dans mon business parce que y a un truc qui a pas marché ou parce que j'ai loupé mon lancement ou je sais pas quoi, et en fait ça m'a fait grave relativiser sur le fait qu'il y avait des choses bien plus graves que ça dans la vie. Et du coup, les filles, si vous écoutez cet épisode, gros cœur sur vous, je vous aime d'amour. Et merci de vous être confiés parce que c'est vraiment un épisode qui moi m'a foutu une claque à juste titre. C'est ça, c'était intense, mais en même temps, c'est ça fait relativiser et ça remet l'église au centre du village et c'est bon. Tant qu'il y a la santé, déjà, tout va bien. Et quand elle est pas là, on peut quand même en plus faire face, mais voilà, cet épisode, il était incroyable, donc bravo les filles, voilà, vous m'avez touchée de ouf. Et troisième épisode, c'était, alors là, parce que ça me touche par rapport à mon métier, celui avec Jennifer sur les dérives du coaching. Parce que là, pour le coup, ça m'a pas touchée. Enfin, si, mais ça m'a genre beaucoup énervée. Parce que, voilà, j'arrive pas à concevoir que quelqu'un puisse imposer à quelqu'un d'autre de faire quelque chose, surtout quand t'es soi-disant coach et surtout coach mindset. Autant dans le business, je peux comprendre que tu donnes des indications, mais c'est pareil, imposer, ça me plaît pas. Mais bon, bref. Mais en tant que coach mindset et que derrière, t'ailles appuyer sur ton père est mort ou attention, si tu fais ça, tu vas retourner en dépression. Je comprends pas. Je comprends pas. Et donc ça m'avait... J'ai aimé cet épisode dans le sens où il fallait absolument que quelqu'un parle de ça et de ses dérives, parce que si elle a failli... Enfin, elle est tombée dedans et elle a failli tomber loin. Heureusement, elle avait un peu de recul. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont subir ce genre de coach qui sont là pour te appuyer sur tes malheurs, pour essayer de te faire quelque chose qui ne te correspond pas en plus. Donc... voilà, là ça m'avait touchée parce que ça m'avait énervée, mais en même temps c'était un sujet vachement important, donc voilà. C'est normal aussi, ça montre que tu aimes ton métier, que tu prends les choses à cœur et que tu as envie de faire aussi bien les choses, et tu as tout à fait raison sur le fait de mettre en alerte tout le monde. Ça existe, ce genre de pratique, ce genre de manipulation, c'est triste, c'est énervant, c'est injuste, c'est tout ce que vous voulez. Alors
malheureusement, on peut pas non plus trop lutter ou faire grand chose, mais nous, voilà, on a ce pouvoir quelque part d'ouvrir la voie, de parler du sujet, on le fait, donc faites attention, évidemment. Et je suis d'accord avec le fait que des fois ça peut partir très très loin et prenez soin de vous, quoi. C'est ça, faites attention à vous. Et Mm. toi, du coup, ton ou tes interviews marquantes, du coup? Alors, moi, j'ai fait l'exercice bien comme il faut et j'en ai qu'un à proposer. Par contre, no spoil, mais sur la question d'après, là, j'ai j'ai digressé complet. Mais non, pour revenir sur l'interview qui m'a le plus marqué, moi, c'est celle avec Léa Kloss. Pas tant sur son parcours, parce qu'en fait, on a deux parcours différents, elle et moi, mais je me suis extrêmement reconnue en elle dans les conséquences que son parcours a eu sur elle. Alors pour recontextualiser rapidement, en fait, Léa, elle a connu une hyper-croissance sur LinkedIn, du coup un business qui a décollé, etc. Trop chouette, trop cool. Sauf qu'en fait, elle s'est fait bouffer par cette hausse d'activité. Elle s'est retrouvée dans cette roue de hamster sans plus pouvoir s'arrêter jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, elle se sente perdue, fatiguée, etc. et qu'elle traverse une période voilà, de doute, de trouble, de remise en question, d'inconfort de manière globale. Et en fait, cet épisode, on l'a enregistré à un moment donné où moi j'étais exactement dans la même situation pour d'autres raisons. On a déjà évoqué le sujet sur notamment, je crois, les épisodes qu'on a tournés pendant Noël et le premier de l'an. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, je vous invite à aller écouter cet épisode-là. Mais en gros, voilà, j'étais dans la même situation et en fait, toute la discussion qu'on a eue, tous les conseils qu'elle a pu apporter ou la manière de nous expliquer ce qu'elle ressentait, etc., je me suis sentie vraiment connectée avec Léa. Et il y a beaucoup de choses qui ont résonné dans ce qu'elle a dit. Et puis même après l'interview en off, pour la petite anecdote, je crois qu'on était restés peut-être 2h30 ou 3 heures à discuter, Clem, Léa et moi, en dehors de l'interview, parce que en fait voilà, il y avait trop de sujets, on a grave matché, enfin bon bref, c'était très très chouette. Et même après ça, tu vois, j'ai gardé contact avec elle, on s'est écrit alors qu'on ne connaissait pas du tout de base, on s'est écrit vite fait, etc. Elle m'a aussi soutenue quand j'ai quand j'ai écrit mon bouquin. Et d'ailleurs, même pour appuyer ça a été un élément déclencheur dans mon projet d'écriture. Parce que à ce moment-là, quand on a enregistré l'épisode, j'avais déjà écrit en manuscrit en fait, mais c'était un premier jet brouillon que j'avais gardé pour moi. Je savais pas trop ce que je voulais en faire. J'avais surtout écrit pour me libérer, pour me faire du bien, pour trouver du kiff, travailler ma créativité, etc. Mais c'en était juste là. Et en fait, en discutant avec Léa, etc., elle m'a planté une petite graine. Et en fait, c'est ce qui a fait que derrière, je me suis dit bon bah vas-y, ce manuscrit, je l'ai. Maintenant, je vais me lancer bien comme il faut et je vais auto-éditer mon propre bouquin, etc. Donc, quelque part, c'est aussi grâce à elle que j'ai développé cette activité. Et voilà, donc pour toutes ces raisons confondues, c'est vraiment un épisode qui m'a marqué et puis qui m'a déclenché des choses derrière, quoi. C'est pas juste j'entends quelque chose, je le retiens, ça percute. Il y a aussi un passage à l'action. Il y a aussi voilà, un mouvement qui se met en marche et qui aujourd'hui, du coup, a des bénéfices, quoi. Donc voilà, je ne peux remercier que Léa pour cet épisode-là. Trop bien. Mais c'est vrai que je crois qu'on avait parlé du bouquin dans l'épisode. Alors, je sais pas si c'était en on ou En en off, mais, ouais, mais je sais qu'on en avait parlé, effectivement. C'est trop ouais. bien de voir à quel point ça peut impacter. Vous voyez, quand je vous disais c'est thérapeutique ou voilà, il se passe des choses, là, clairement, ça a déclenché un beau passage à l'action puisque le bouquin est disponible sur Amazon. Elle m'a pas demandé de Tout à faire ça, mais fait. elle sait Alors, ça. du coup, petite exclue. Donc oui, effectivement, j'ai sorti mon premier roman en juin qui s'appelle Bucket Love sous le nom de plume Suzy Louise. Il est disponible sur Amazon, effectivement. Et si je dis pas de bêtises, normalement, quand cet épisode sortira, le deuxième roman sera disponible aussi sur Amazon. Mais je n'en dis pas plus. Waouh, bah du coup, vous irez voir hein, si, si c'est dispo. Normalement, oui. Si je dis pas de bêtises, normalement, je suis bonne dans mes calculs, il sera sorti, ouais. Ok, bon bah du coup, vous savez, si vous savez pas quoi lire, vous aurez 2 bouquins à lire Voilà. Je l'un après précise, c'est l'autre. de la romance, donc si vous aimez pas la romance, n'allez pas le lire, hein, clairement, mais voilà. Voilà. Bon, mais par curiosité, c'est là, ça sera dans la description, on fait ce qu'on veut, donc voilà, vous irez voir. Voilà, c'est notre podcast de toute façon. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Voilà, bref. Ok. On reprend le cours normal de notre épisode. Du coup, une dernière question pour toi. Si tu devais retenir du coup une prise de conscience globale, que ce soit d'un point de vue opérationnel ou plutôt mindset, qui a vraiment du coup résonné chez toi, qu'est-ce que ça serait? Deux petites choses. Alors, juste que
c'est normal, enfin tout est cyclique, donc c'est normal qu'il y ait des moments où on soit genre méga dans le doute, remise en question, tout ce que tu veux. De toute façon, c'est la merde. Mais après, ça remonte. Mais deuxième chose, parce que voilà, je sais que Lise, elle va partir dans tous les sens après, donc deuxième chose, c'est que c'est pas parce que tu structures quelque chose, ton activité, etc., que ça va t'empêcher d'être toi-même. Parce que ça, c'est un gros problème avec moi. Bon, Lise, elle le sait. Moi, la structure, c'est pas mon truc, ça me saoule. J'ai l'impression d'être emprisonnée si je dois structurer quelque chose. Ça va mieux. Hein, ça va vraiment mieux. Là, j'ai commencé à structurer. Je fais des tableaux Notion et tout. Enfin, c'est what the fuck. Mais Waouh, bravo en madame. fait, ce que j'ai compris, c'est que, bon, il faut le temps, hein, mieux vaut tard que jamais. Mais c'est que justement, structurer, ça te permet d'être encore mieux toi-même. Enfin, de le faire mieux, de le montrer mieux, de faire les choses telles que tu veux, mais d'une meilleure façon, d'une manière où voilà, tu auras le temps de le faire, tu auras le temps de poser les choses, tu auras le temps de le faire bien, contrairement à ben je suis très spontanée, ok, mais peut-être que en fait tu aurais pu faire un truc bien plus percutant si tu avais pris X temps avant pour préparer tout ça. Donc voilà, même si c'est encore quelque chose qui me semble un peu contre nature, je commence à faire la paix avec ça et à me rendre compte que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était ma prise de conscience opérationnelle mindset. Voilà. Donc oui, je rebondis juste sur ce que tu dis parce que moi quand j'accompagne mes clientes, c'est souvent quelque chose que j'entends, pas forcément au niveau de la structure, mais vraiment au niveau de tous les conseils qu'on peut donner de manière globale. Oui, mais moi si je fais ci, c'est contre ma nature. Oui, mais moi si je fais ci, ça me ressemble pas, etc. En fait, il y a personne qui dit que tu dois absolument copier-coller le modèle de quelqu'un d'autre. L'idée c'est de t'inspirer de ce qui est fait, de prendre ce qui fonctionne chez les autres et après de te les approprier à ta sauce, à ta manière, pour que tu sois à l'aise avec ça. C'est tout con, hein, mais souvent on se trouve ça effectivement une contrainte ou quoi que ce soit, mais en fait c'est toi qui te mets un propre blocage à ce niveau-là, alors que ça pourrait justement t'aider plus que ça, à condition que justement tu te l'appropries, quoi. Donc C'est voilà. ça, c'est ça. Mais bon, mieux vaut tard que Et jamais. du pardon. Mieux vaut tard que jamais. Exactement, mais c'est ça, après ça prend du temps, hein, il faut processer les informations et puis chacun va à son rythme et c'est ok, quoi. Enfin, mais voilà, moi je martèle mon discours et puis qui veut l'entendre l'entendra. C'est ça. Donc voilà, et du coup pour mes prises de conscience à moi, donc j'en ai noté 3, mais je vais essayer d'être assez succincte. Il y en a une qui m'a fait vraiment marrer parce qu'en fait la manière dont ça a été annoncé, ça m'a grave parlé. Et je pense que ça a parlé à beaucoup d'auditrices, d'auditeurs. Je te vois plisser les yeux en mode j'essaie de deviner. Est-ce que tu as une petite idée de ce que je vais aborder ou pas? Merde, attends, j'ai un truc qui me vient, mais tu sais, genre j'ai le truc, mais genre je le vois pas dans ma tête. Ok. Genre mais Bon, oui, mais c'est très clair dans ma tête. petit indice, c'était pendant la discussion avec Geneviève Gouverne. Non, je sais pas alors. Ah, ben en fait c'est l'analogie de l'entrepreneuriat avec les Pokémon, où en gros on est des évolutions au cours de notre vie, on a plusieurs étapes, ça rejoint ce que tu disais avec le côté cyclique, où on lance des choses, on arrive en haut de la courbe, on redescend, etc. Et à ce moment-là, on passe un step, on passe une évolution, et, et ça prend du temps, mais à la fin tu finis en mode méga évolution, gigamax pour les plus grands fans de Pokémon, vous savez de quoi je parlais. Mais c'est ok, et en fait c'est une fois que tu as compris ça, bah, du coup tu acceptes beaucoup plus facilement justement d'avoir des pics d'activité où tu es hyper content, tu rentres beaucoup de chiffre d'affaires, etc. T'acceptes aussi le fait que bah, derrière ça redescende parce que c'est pas tout le temps exponentiel. T'acceptes aussi que bah, du coup il y a des hauts, il y a des bas, les fameuses montagnes russes de l'entrepreneuriat, et en fait du coup tu vois, alors ça veut pas forcément dire que c'est plus simple ou plus facile à vivre, hein, mais du coup c'est quand même plus facile pour tourner la page quelque part et continuer à avancer. Ça permet de relativiser à ce niveau-là. La deuxième chose que j'ai retenue, enfin que j'ai eu en prise de conscience, et là on est sur plus du vraiment pratico-pratique, du concret, c'est que il faut accepter de ralentir, parfois même de s'arrêter. Quand on sent que justement on est dans cette fameuse roue de hamster où on n'en peut plus, on a souvent tendance à croire que en fait non, faut continuer pour pas perdre le rythme, etc. Alors qu'en fait des fois juste descendre de la roue du hamster, faire une pause, s'arrêter pour se libérer du temps, de reprendre un regain d'énergie, pour libérer la charge mentale, pour ne serait-ce que réfléchir
Parce que quand tu es dans la roue d'hamster, tu ne peux pas réfléchir, tu es dans l'action en permanence, tu es dans la réaction même. Et du coup, tu n'as pas ce step de recul. Et en fait, ça, cette prise de conscience, je l'ai eue parce que moi, c'est clairement mon fléau. Moi, je suis dans ma roue de hamster. Moi, j'ai 4 roues de hamster puisque j'ai 4 activités à l'heure actuelle, voilà. Et du coup, je cours. Mais du coup, voilà, j'ai pris conscience de ça et maintenant, ça me permet aussi justement, ça rejoint l'idée des évolutions avec les moments de down, etc. De me dire, ok, ben, pendant ces moments-là, j'accepte de prendre du recul, j'accepte de me mettre un peu plus loin, de prendre le temps dont j'ai besoin pour me reposer, pour me relaxer, pour me changer les idées, pour faire l'autruche si j'ai envie de faire l'autruche. Et après, quand je me sens mieux, là, je remets les mains dans le cambouis et souvent là, du coup, je suis bien plus efficace et j'ai plus de clarté et ça devient plus simple aussi derrière pour rebondir. Et troisième chose, après j'arrête. Une autre prise de conscience, là c'est plus un point commun que j'ai identifié justement entre tous les invités qu'on a eus. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était des invités de tous horizons, tous niveaux, etc. Peu importe leur notoriété, leur chiffre d'affaires. Le point commun, enfin le dénominateur commun que j'ai trouvé justement dans toutes ces histoires, c'est que à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, face à l'échec, la personne est allée demander de l'aide ou a fait appel à son entourage, que ce soit de la famille, des amis, des business friends, des thérapeutes, des coachs business. Voilà, à chaque fois, la personne, elle a été entourée par une ou plusieurs personnes, et à chaque fois, c'est ce qui lui a permis d'avoir ce step de recul, d'avoir justement tout ce temps de tout ce que j'ai dit avant en fait, hein, tout ce temps de réflexion, etc., pour repartir du meilleur pied. Et à chaque fois, la personne ne s'en est pas sortie seule. Et ça, c'est très important parce que souvent, quand on est confronté à l'échec, on a peur, on a honte d'en parler, on a peur d'aller demander de l'aide, on a peur du jugement, du regard des autres, etc. Et, et en fait, c'est idiot quelque part, mais on est tous idiots et je m'inclus dans le lot parce que c'est un réflexe naturel, je pense aussi. Mais on est idiot de pas aller demander de l'aide par peur du jugement des autres parce qu'en fait, c'est la clé. C'est la clé. À l'instant T, quand tu es dans ta galère, peu importe le niveau de galère dans lequel tu es, tu as la tête dans le guidon. Tu n'as pas la clarté d'esprit pour trouver de l'aide. Donc du coup, le fait d'en parler, ne serait-ce que d'en parler, pas forcément, je dis pas à chaque fois que tu que tu as une galère, tu prends un coaching ou tu fais appel à une thérapeute, mais à chaque fois que tu es dans le dur, juste en parler à quelqu'un pour avoir un point de vue externe à ta situation, pour avoir des conseils de quelqu'un qui, sur le papier, n'aurait pas pu t'apporter grand-chose, mais qui au final te dit un petit truc et qui débloque tout, en fait, ça n'a pas de prix. Donc arrêtez d'avoir honte d'avoir échoué et aller demander de l'aide ou aller en parler à droite à gauche. Voilà, moi c'est les 3 prises de conscience que j'ai eues. Alors ça veut pas dire que je les applique à chaque fois et qu'il n'y a pas encore des frictions à certains moments, mais c'est vraiment 3 gros déclics qui m'ont permis de mieux vivre un petit peu justement moi toute mon année 2025 qui jusqu'à présent est assez alternative, mais ça on aura l'occasion d'en parler je pense quand on fera le bilan de l'année à la fin de l'année. Non, mais c'est vachement intéressant et je rebondis quand même sur tes 2 derniers points parce que typiquement, c'est ce que j'ai vécu là aussi depuis le début, enfin mi-année, etc. Pareil, j'étais le hamster, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Et comme tu dis, tu es en réaction à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que, ah, il faut que je fasse quelque chose. Ah, tiens, financièrement, c'est compliqué, il faut que je fasse quelque chose, etc. Mais du coup, tu prends jamais le temps. Sauf que je suis arrivée à un point où voilà, j'étais fatiguée en fait, parce qu'à force de courir sans jamais faire de pause, prendre le ravito, etc., t'es fatiguée. Donc j'ai craqué. Et là, j'ai craqué en plus sans... J'ai pas eu le temps de demander de l'aide, parce que pareil, moi je suis dans mes vieux travers, hein, je vais m'en sortir, hein, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, hein, où on se laisse des fois rattraper par des trucs, hein, mais... Sauf qu'en fait, là, c'est mes yeux qui coulaient tout seuls, tu vois, je me suis mise à chialer, et puis, je sais pas pourquoi. Ah bah si, en fait. Et donc, là, à ce moment-là, une formation, un programme qui est arrivé pile au bon moment, parce que je pense que rien n'arrive par hasard. Je suis rentrée dans ce programme. Pendant 2 mois et demi, 3 mois, j'ai rien fait vraiment sur mon business, enfin, je veux dire, à part ce programme. Et donc, rien fait sur les réseaux, etc. Vraiment, je me suis focus là-dessus, donc ça m'a permis de ralentir. Et comme tu disais, waouh, de remobiliser mon cerveau au bon endroit, à un focus un seul, ça m'a permis de ralentir, etc. Et du coup, oui, derrière, ça m'a permis de, ok, maintenant je sais où je vais, je sais comment, ça me fait du bien, je souffle, et là, on va le faire efficacement et on va arrêter de tourner dans la roue pour rien faire ou pour faire des trucs à l'arrache.
Mais voilà, je me suis fait accompagner parce qu'en fait, là, c'était plus possible et que peut-être je serais arrivée à ce résultat seule, mais alors dans combien de temps? Et c'est même pas sûr que j'y Et serais dans quel arrivée. état? C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est même pas sûr que j'y serais arrivée ou parce que j'aurais été trop épuisée ou en burn-out ou j'aurais dit: «Bah, tu sais quoi? J'en ai plein le cul, j'arrête», et j'ai pas envie d'arrêter parce que je sais que c'est utile ce que je fais, mais à ce moment-là, voilà, j'aurais continué toute seule, je pense que ça aurait été très compliqué. Donc ouais, se faire aider, même si c'est pas facile, même si, on a sûrement des réminiscences à l'école où on se faisait, punir parce qu'on avait des sales notes et du coup, évidemment, ça donne pas envie de de demander de l'aide derrière parce que de toute façon, les profs n'ont pas le temps, les parents n'ont peut-être pas le temps, le tout ce que tu veux et du coup, tu te dis que bon, bah, de toute façon, ça va déranger donc je fais rien. Mais non, maintenant on est adulte, demander de l'aide, à vos potes même ou aller en parler autour d'un verre si c'est que ça, mais vraiment c'est important de se faire accompagner parce qu'on gagne un temps fou et personne n'est là pour vous juger, surtout les gens dont c'est le métier d'écouter les autres pour aider les autres. Donc ils sont pas là pour vous juger, au contraire, ils sont là pour vous aider à faire mieux, à aller mieux. Donc faites-vous accompagner d'une manière ou d'une autre. Et même dans le cercle proche, j'ai envie de dire, Ouais, par des amis, la famille, etc., c'est pas parce que c'est pas des gens qualifiés, entre guillemets, non, pour parler de votre business, qui seront pas forcément de mauvais conseils. Et si ces personnes-là sont amenées à vous juger de quelque manière que ce soit, ben c'est que c'est pas des personnes à avoir changer dans de votre pote. cercle. Ouais, voilà. Non, mais clairement. Alors pour la famille, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais les potes, en vrai, s'ils sont là pour vous casser du sucre sur le dos, c'est pas des potes, hein. Donc allez chercher justement de l'aide et demander de l'aide à des gens en qui vous avez confiance ou justement qui iront pas vous rabaisser ou vous faire sentir encore plus nul que ce que vous pouvez ressentir à l'instant T, quoi. Donc C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc choisissez bien votre entourage et n'hésitez pas à prendre de la distance avec les gens qui ne vous veulent pas du bien ou en tout cas qui ne captent pas et qui vous font plus de mal qu'autre chose. Enfin, préservez votre énergie et mettez-la au bon endroit. choisissez vos combats. C'est ça. Ça aussi, ça va être une phrase, phrase de l'année. Choisissez vos combats. Et du coup, pour continuer, donc nous, on a répondu à nos petites questions, ce qui nous a marqué, ce qui nous a impacté, etc. Mais on est aussi curieuse parce que le but, c'est que le podcast, il vous serve. Encore une fois, comme on vous l'a dit, c'est bénévole. On fait ça pour nous, mais aussi pour vous, pour savoir comment on peut vous accompagner, mine de rien, au mieux. Donc, ben, même question qu'on s'est posée à nous-mêmes. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a marqué, en fait, le plus dans le podcast? Est-ce qu'il y a un épisode qui vous a vraiment touché d'une manière ou d'une autre, hein, pareil, qui vous a fait du bien ou au contraire qui vous a agacé parce que vous dites: «Putain, c'est vraiment possible de vivre ce genre de choses?» Partagez-nous sur Insta ou même en commentaire du podcast, hein. Voilà, qu'est-ce que vous retenez de cette première année avec nous? Et est-ce qu'il y a des invités que vous aimeriez entendre? Alors, de façon, très large, hein. On a fait beaucoup d'entrepreneurs du digital, cette année parce que, ben, voilà, il faut bien commencer par quelque chose, mais notre objectif, c'est peut-être aussi à plus long terme de voir même avec des sportifs, des humoristes, ce que vous voulez. Enfin, voyez large, quoi. Voyez vraiment large. S'il y a des gens qui vous inspirent ou qui vous ont touché, vous aimeriez bien savoir un petit peu, bah, qu'est-ce qui se passe et quels ont été leurs parcours, vraiment venez nous le dire, ça nous fera plaisir et on essaiera de vous dénicher, la crème de la crème de la crème. Voilà, donc vraiment, venez nous écrire, soyez pas timides, hein, nous ça nous fait plaisir et encore une fois, vraiment, on insiste, hein, c'est vachement important pour nous, donc let's go. On Et vous n'oubliez attend. pas de lâcher 5 étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées, ok? C'est ça. Non, mais parce qu'on rigole, mais c'est vrai que on nous dit tellement que c'est thérapeutique et que ça fait du bien et à chaque fois que quelqu'un nous découvre, c'est: «Ah trop bien, je connaissais pas». Si vous partagez, si vous mettez des notes, des avis, bah, ça booste le podcast et ça le fait connaître. Donc si ça peut soulager d'autres entrepreneurs, vraiment partagez au max, mettez des notes au max, faites tout ce que vous pouvez, mais ça nous fera plaisir et ça aidera d'autres personnes comme vous. Ok, du coup maintenant on va parler de la nouvelle saison qui s'annonce parce que il va y avoir des petites modifications. Ah, rien de fou, ne vous inquiétez pas, on part pas sur un concept à l'opposé de ce qu'on a fait, loin de là. On garde tout à fait ce concept d'interview, d'invité, justement, toujours dans l'optique de raconter des histoires différentes à chaque fois, ou alors avec des angles de vue
ou des accroches un peu différentes pour éviter de tomber dans le côté rébarbatif et de raconter toujours les mêmes histoires, parce qu'on a compris, les lancements à zéro, ça arrive à tout le monde. L'épuisement professionnel, malheureusement, ça arrive de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Voilà, maintenant, je pense que vous avez assez de clés, de conseils sur ce genre de thématique-là. Donc, on va garder ce genre d'interview. Comme l'a dit Clem, on recherche nos invités pour la saison 2. On a déjà une liste de personnes dans nos contacts. On a déjà commencé à enregistrer des épisodes. On en a d'autres de programmés, donc on a de quoi faire pour les prochaines semaines, prochains mois. Mais voilà, comme si vous avez envie d'écouter quelqu'un, n'hésitez pas à nous le dire. La seule chose qui va changer, c'est que au lieu d'avoir un épisode par semaine, on va passer sur un épisode toutes les 2 semaines. Donc ça sera toujours le mardi. Donc un mardi sur 2, il y aura un nouvel épisode. Pourquoi ce choix ? Parce que, comme on l'a dit et répété plusieurs fois, pour nous le podcast c'est un projet kiff, c'est un projet bénévole qu'on fait sans contrepartie financière. On ne monétise pas le podcast et ce n'est pas une volonté de notre part, parce qu'on ne veut pas tomber dans cette boucle infernale de produire pour avoir des résultats, etc. Et que nous on veut juste que le message atteigne les bonnes personnes. Donc c'est un projet bénévole qui malgré tout nous prend quand même pas mal de temps, aussi bien pour Clémentine que pour moi, parce qu'il y a toute la partie préparation où on cherche nos invités, on fait des entretiens préalables avec eux, on fait des enregistrements, on fait toute la partie montage évidemment, la com, etc. Et que pour une activité qui n'est pas rémunératrice, c'est quand même assez énergivore et chronophage. Et la réalité du terrain, c'est qu'à côté de ça, Clem, elle a son activité, moi j'en ai 3 autres, et du coup, à un moment donné, il est question de mettre en place certaines priorités pour qu'on puisse continuer à vivre comme on le fait, et puis pour qu'on puisse aussi tout simplement continuer à faire vivre le podcast. Donc on préfère faire moins mais mieux, quelque part, que toujours être dans cette roue de hamster à produire le maximum d'épisodes possibles, sachant qu'en plus cette année on a eu des petits couacs qui nous ont mis dedans à plusieurs reprises, où voilà, on avait souvent 6 à 8 semaines d'avance sur nos épisodes, donc on s'est laissé aller en mode YOLO, tout va bien, on gère, et puis on s'est retrouvé dans la merde parce que manque d'anticipation, ou parce que c'est tombé à des périodes où on était en rush l'une et l'autre, et donc du coup voilà, pour des soucis de qualité qu'on veut conserver, de notre mission, de notre message qu'on veut transmettre, et pour tout ce que je viens d'évoquer, voilà, on va passer sur un rythme de tous les 15 jours, donc à compter de aujourd'hui, donc le prochain épisode sera dans 15 jours, et ça jusqu'à la fin de l'année. Voilà, et dernière chose importante, petite nouveauté, c'est le petit jeu du coup qu'on propose en entrée d'interview pour un peu casser la glace avec l'invité, pour se mettre dans le bain tranquillement avant d'attaquer le vif du sujet. Ce jeu-là va changer parce que déjà sur cette année, on l'a un peu modifié, on l'a twisté, c'est-à-dire que sur les premiers épisodes, c'était soit tu réponds par oui, soit tu réponds par non à nos questions, et en cours d'année, on a changé pour un ni oui ni non qui était beaucoup plus jouissif pour nous, parce que ça nous a permis de rigoler un petit peu. Voilà, mais du coup, on s'est dit au bout d'un moment, c'est bon, les questions, vous les connaissez, les réponses, mine de rien, elles sont assez similaires d'une personne à une autre, je pense que le message est passé à ce niveau-là. Du coup, on a changé le jeu. Ceci dit, on a déjà deux épisodes de podcast enregistrés pour la nouvelle saison. Donc sur ces 2 épisodes-là, il y aura encore l'ancien jeu, et le nouveau jeu apparaîtra que mi-octobre, si je dis pas de bêtises. Mais parce qu'on est gentille, généreuse, et que vous nous kiffez, on s'est dit qu'on allait faire le jeu avec vous aujourd'hui, pour que vous ayez un peu une idée de ce qui vous attendra du coup à partir de mi-octobre. Donc, Clémentine, est-ce que tu veux jouer avec moi ? Bah oui, du coup, parce que si je dis non, j'aurais l'air con, quoi. Donc, let's go. Exactement. Du coup, il y a 6 nouvelles questions qui seront peut-être plus à même à apporter des réflexions plutôt qu'une réponse par oui, par non, ou par ni oui, par ni non. Là, on est plus sur un peu de la réflexion. Donc, il n'y a que 6 questions, mais qui, à mon avis, auront tout un intérêt. Et la première, c'est pour toi, Clémentine, quelle est la personne qui t'inspire le plus et pourquoi ? Alors, ça va faire méga égocentrique, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai envie de dire moi. Ouais, j'ai envie de dire moi, mais alors je vous explique, hein, c'est pas genre je suis un but de ma personne, c'est juste que justement, trop longtemps,
beaucoup trop longtemps, j'ai refusé d'être fière de moi parce que j'avais l'impression que ça serait prétentieux. J'avais l'impression que si je disais bah ouais, je suis fière d'avoir accompli X ou Y, c'est prétentieux. Donc pour moi, c'était juste oui, bon ben c'est bien, c'est normal, tout le monde peut le faire, donc t'excites pas quoi. Tu veux une médaille parce que t'as fait ça? Ben non, en fait, c'est juste normal. Et donc j'en ai eu plein le cul. J'en ai eu plein le cul qu'à un moment donné, tu fais des trucs quand même, tu mets ton énergie, tu mets beaucoup d'énergie, tu prends le temps, tu mets des étapes en place, etc. et t'arrives à des résultats. Et qu'en fait, il faille juste dire ouais, bon, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée de pas être fière de moi. Donc, j'ai travaillé sur moi et maintenant, je suis capable, c'est pas toujours facile, mais de dire je suis fière de moi. Et j'ai envie de dire, et c'est ce que je vois souvent avec mes coachés, que on s'inspire toujours de l'extérieur parce que eux, ils ont l'air de mieux réussir que moi, eux, ils ont l'air de gérer leur truc, mais on oublie justement qu'on a traversé des choses nous aussi. Genre moi, par exemple, j'ai pas mal voyagé solo. Même quand je parlais pas très bien anglais, je suis partie seule en Irlande. Après, je suis partie au Canada toute seule. Je veux dire, j'avais pas de plan, j'avais rien de prévu, j'avais même pas de logement quand je suis arrivée là-bas. Euh, et c'est des trucs que tout le monde ne fait pas ou qui sont pas pas aussi évidents que ça. Mais j'ai mis les choses en place. Je veux dire, j'ai couru des marathons. Même je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Tout le monde ne fait pas ça parce que ça fait peur quand même. Il y a plein de choses qui font peur. Et au final, si je l'ai fait, c'est que j'ai réussi à le faire et que j'ai mis des trucs en place pour le faire. Donc, dans mes moments de doute, maintenant, j'essaye de me dire, ok, la dernière fois que tu as réussi ça, comment t'as fait? C'était quoi ta stratégie? Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce qu'on se rend pas compte, mais on a tous des stratégies dans la tête pour réussir quelque chose. Tu vois, moi, je sais que quand je faisais des entretiens d'embauche, par exemple, je ponçais toutes les informations sur l'entreprise, le machin. J'essayais d'être... mais j'étais l'encyclopédie. Parce que comme ça, je savais que j'étais prête, que je connaissais, que... Et du coup, j'y arrivais tout le temps. Et donc ça, c'est une stratégie. Donc, quand tu le sais, après, tu es capable de t'inspirer de toi-même et de te dire, je sais que quand je veux réussir à faire ça, je vais faire comme ça. Et donc, je pense qu'on le fait pas assez d'être inspiré par soi-même et de se rappeler que, ça, j'ai réussi à surmonter ça et je l'ai fait comme ça. Même si ça a pris du temps, j'ai réussi à le faire comme ça. J'ai mobilisé telle ressource, telle compétence, je suis peut-être allée demander de l'aide, etc. Mais en tout cas, j'ai fait ça. Et donc, je peux m'inspirer de moi-même parce que moi aussi, j'ai des choses à m'apporter. Donc ça peut faire égocentrique, mais c'est plus dans ce sens-là c'est bien de s'inspirer de soi-même aussi de temps en temps, parce qu'on n'est pas genre juste ah, je suis une grosse merde qui sait rien faire. Non, pas du tout, parce que si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'as réussi plein de choses. Même t'as surmonté une rupture amoureuse, c'est pas facile, mais t'as réussi, t'as quand même mis des choses en place. Tu vois, toi, tu disais que t'as eu des moments de down complet, etc. T'as réussi à surmonter, même si t'as fait l'autruche un moment, ça faisait partie de la stratégie, mais t'as réussi après. Donc, inspirons-nous de nous-mêmes. Voilà, c'était mon côté philosophique de la réponse. Magnifique. Donc, je te laisse avec ça et que tu me partages ton inspiration perso. Ben écoute, j'ai envie de changer ma réponse maintenant que tu le dis. Voilà, Parce qu'en fait, pour être totalement transparente, j'ai hésité à répondre moi-même à cette question. Mais moi, contrairement à toi, je me suis dit, non mais ça fait trop la meuf mégalo, ça fait trop la meuf abus de sa personne, etc. Hors de question que je passe pour ça. Mais du coup, ton discours vient de me rassurer. Et donc je citerai deux personnes qui m'inspirent. Donc la première, c'est moi-même pour un petit peu toutes les raisons que tu as évoquées, mais d'une manière assez différente, dans le sens où moi, depuis que je suis toute petite, enfin toute petite, du moins depuis mes études collège, lycée, etc. En fait, on m'a souvent foutu des bâtons dans les roues. Je me souviens de quand j'étais au lycée hôtelier, parce que j'ai fait des études d'hôtellerie pour ceux qui ne savent pas. J'avais des soucis de santé à cette époque-là, je faisais beaucoup de malaises à répétition, des malaises vagos, donc qui n'ont aucune. Enfin, qu'on ne sait pas d'où ça vient, c'est tout. Tu fais un malaise et puis tu tombes dans les pommes et puis basta quoi. Et en fait, je me souviens d'un prof qui m'avait dit en gros, je n'arriverai jamais à travailler dans l'hôtellerie parce que c'est un métier trop compliqué. Mais il m'avait vraiment dénigré, enfin sur ce moment-là, etc. Tout ça et tout. Et en fait, avec du recul, bien sûr, hein, avec du recul sur l'instant T, je me suis dit, ah, je suis qu'une grosse merde, il a raison, je vais tout arrêter, surtout quand t'es ado ou que tu commences à avoir le 18 ans maximum, t'as quand même une faculté à prendre tout très à cœur et à croire tout ce qu'on te dit. Et moi, la première, donc j'ai foncé tête baissée là-dedans, et pourtant, ça m'a pas empêché derrière, à la fin de mes études, de choper un CDI en 15 jours.
CDI qui m'a fait évoluer au bout d'1 an. Où j'ai pris des responsabilités très rapidement, où derrière je suis partie faire l'ouverture d'un hôtel, où je suis passée responsable de service, machin, et du coup, bon bref, et en fait j'ai plein d'exemples comme ça dans ma vie où on m'a dit en gros t'es nul, t'y arriveras pas, ou c'est pas pour toi, ou pourquoi tu fais ci, tu devrais faire ça, etc. Et en fait à chaque fois je me suis auto-prouvée que j'étais capable et que j'allais y arriver. C'est la même chose avec le bouquin que j'ai écrit. Quand je me suis lancée, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, mais t'es qui toi t'as pas fait d'école d'écriture, t'as pas fait d'études de lettres, des choses comme ça et tout. » Enfin voilà. Donc, plein de choses comme ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, je m'auto-inspire. Voilà, avec du recul. Et sinon, la Bah ouais. réponse que j'avais prévue quand même à la base, la nana qui m'inspire de ouf, et surtout sur ces dernières années, c'est Léna Situation. Donc Léna Mafou, youtubeuse, influenceuse, voilà, je pense que tout le monde connaît, je n'ai pas la représenter. Mais pourquoi elle? Parce que, alors en toute transparence, moi je la suis que depuis quelques années, genre 2-3 ans maximum. Je la connaissais pas avant en vrai, et je me suis intéressée à elle que quand elle a vraiment popé, etc. Donc je vais pas faire la meuf en mode je la suis depuis le début, c'est pas vrai. Mais par contre, du coup, je me suis renseignée sur son parcours et en fait, tu te rends compte que ce nana, elle est là depuis quasiment 2010, enfin 2010-2012, quelque chose comme ça. Et qu'elle a commencé avec absolument rien, au même titre que Squeezie en fait. Hein, si on regarde l'homologue masculin, à mon sens, c'est Squeezie. Ils ont commencé à partir de rien. Ils ont commencé chez eux dans leur piole avec du matos éclaté au sol, avec zéro code, parce qu'en plus à cette époque-là, Internet, c'était les prémices en soi, donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas. Ils ont dû se casser les dents un nombre incalculable de fois sur plein de choses avant d'en arriver là où ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc Léna en l'occurrence, et Squeezie et tout ce qu'on connaît, etc. Et en fait, ils ont monté des putains d'empires. Des putains d'empires où ils font ce qu'ils veulent. Parce que, ok, ils créent du contenu, mais ils sont aussi influenceurs, ils créent des marques, ils réalisent leurs rêves, ils voyagent, ils font kiffer. Et puis voilà, outre le côté, tous ces projets qu'ils réalisent, il y a aussi la personne en elle-même. Moi, je trouve que Lena Situation, c'est une meuf lambda au final, et c'est pas pour la critiquer ou la dénigrer, hein, c'est juste une meuf comme toi et moi, en fait, qui s'est juste donné les moyens. Et qui a pas cessé de lutter et qui a continué à travailler de manière acharnée pour arriver à ses objectifs. Et moi, c'est ça que je trouve ça hyper inspirant. Alors, j'ai pas du tout la même ambition qu'elle et j'ai pas envie de faire les mêmes choses qu'elle. Mais je me dis, si moi, à mon échelle, j'arrive à faire ne serait-ce qu'un dixième de tout ce qu'elle a fait, ça serait déjà merveilleux. Donc voilà, moi c'est cette femme qui, soit dit en passant, est plus jeune que moi. Donc là, ça fait mal à mon ego. Je me dis, je crois qu'elle a 27. 27, 28 ans, 27-28, quelque ouais, chose je comme crois. ça. Ouais. Et je me dis, ok, donc, la meuf, elle a monté un empire, elle a 27 ans. Moi, j'ai fait mes 30 ans. Wouh Let's go mais voilà. Ouais, mais elle a commencé plus tôt finalement, parce que oui, ça fait plus de Oui, 10 ans qu'elle est sur YouTube, donc ça veut dire qu'elle bah, c'est avait ça. 17 à 18 ans, enfin. Donc bah c'est En fait, sûr. elle a ouvert la voie dans ce monde-là, donc forcément, elle a une longueur d'avance sur quelqu'un qui débuterait aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un qui débuterait aujourd'hui ne peut pas espérer les mêmes résultats que Lena à l'heure actuelle, quoi. Mais du coup, voilà, elle a eu la présence d'esprit de persévérer quand tout le monde ne croyait pas forcément en elle, ou quand tout le monde critiquait YouTube et Internet, etc. Là, maintenant que les gens ont compris que Internet, de manière globale, les réseaux sociaux, c'était un nouveau média, maintenant, tous ces gens-là qui étaient là dès le début, c'est vulgaire, hein, mais ils se font les couilles en or. Hein, enfin. Ils ont eu Ça, c'est raison. Ils sûr. n'ont pas abandonné au premier échec, quoi. Mm, c'est clair. Bah Donc surtout voilà. que oui, elle s'est pris des vidéos avec 0 vue, enfin pendant des années et des années, quoi. Donc Mais oui. Et puis c'est même, ça. quand on regarde ses premières vidéos, à la base, c'était des conseils de mode. Après, Mm. elle a fait des conseils de blog aussi. Enfin, elle a testé plein de trucs. Elle a fait plein de trucs. Et des fois, ça marchait, des fois, ça n'a pas marché. Puis après, elle a trouvé son filon. Et let's go. C'est comme... c'est Enjoy Phoenix, je crois, qui a commencé par faire du maquillage au départ. Ouais. Elle a reçu énormément de critiques sur son physique, sur son apparence, etc. Parce que c'est facile de critiquer derrière un écran. Mais derrière, en fait, elle a continué, elle a persévéré, et aujourd'hui, elle est devenue l'influenceuse qu'elle est et qu'on connaît, quoi. Et alors, oui, ok, elle a dû manger des remarques, et oui, elle a très certainement dû mal le vivre, et ça a dû avoir des répercussions sur sa vie, etc. Mais est-ce qu'elle s'est arrêtée pour autant? Non. Et en plus, elle s'est autorisée à bien changer aussi enfin pas de personnalité, mais à s'autoriser justement à montrer qui elle est vraiment, parce que là maintenant tu regardes, voilà, elle a des sujets un peu plus deep, elle a les cheveux noirs, marrons, enfin, elle a complètement changé de façon de Évolution de Pokémon. s'exprimer. C'est ça.
Et pareil, là, ça a dû critiquer, elle a dû perdre plein de gens au passage, mais au final, ça lui correspond mieux et elle ose et elle assume. Elle écoute du métal, etc. C'est des trucs que je pense que tu t'attendais pas à l'Enjoy Phoenix d'il y a Ah bah non. 10 ans, alors que c'était peut-être déjà là, mais juste elle voulait pas le montrer parce que ça collait pas à qui je dois être. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir ces évolutions-là, ouais, sur 10 ans, enfin sur 10 ans au moins, mais des notamment, ouais, youtubeurs, parce que là, je pense qu'il y a effectivement quelque chose, pas mal de choses sur lesquelles s'inspirer. D'ailleurs, j'en profite, si un youtubeur nous écoute, si Lena nous écoute, si Enjoy Phoenix nous écoute, n'importe lequel, quelqu'un quelqu'un de YouTube, On vous et qu'il a attend. envie de passer derrière le micro, Avec venez plaisir. les amis, venez. Ok. Du coup, pour reprendre un peu quand même le cours du jeu, parce qu'on a un petit peu divagué, quel est le mantra ou la citation qui t'accompagne le plus en ce moment? Alors, j'ai pas de mantra, de citation particulière, mais en ce moment, je suis pas mal dans mon jardin, et donc je vais m'inspirer de mon potager. Heu, peu importe le temps que ça prendra, mais les graines finiront par germer. Parce que je me rends compte que je suis très patiente et surtout, j'adore observer l'évolution de mes plantes ou des légumes que j'ai plantés. Genre, je suis très patiente, je les vois évoluer, je suis trop fière. Je suis là, oh, c'est magnifique. Voilà, j'arrose, je mets de l'engrais, je suis trop contente. Et je les vois évoluer, donc je suis trop contente de voir cette évolution et de prendre le temps de voir cette évolution. Et je me rends compte que je le faisais pas, par exemple, avec moi-même. Tu vois, moi, je suis dans l'impatience. Genre, ah, il faut que ça aille vite, faut que j'arrive de la graine à la fleur tout de suite, quoi. Sinon, ça va pas. Et en fait, du coup, de voir ça dans mon potager, c'est con, mais je vois le process, je vois que finalement, ça finit par arriver. Alors oui, ça peut prendre du temps, mais peu importe le temps que ça prendra, ça finira par germer. Et je le vois dans mon business aussi. Il y a des gens, ça fait 2 ans qu'ils me suivent et c'est maintenant qu'ils viennent se faire accompagner. Donc, ouais, c'est frustrant parce que des fois, tu te dis putain, c'est long et j'ai pas le temps de vous attendre. Et en même temps, ben, si, ça fait partie du process et justement après ça fait de très jolies fleurs ou de très jolis légumes, donc finalement, le process vaut le temps d'attendre. Voilà, c'était ma métaphore du potager. Que c'est beau, que c'est beau. C'est Et je te beau, hein? rejoins totalement parce que moi, c'est une métaphore que j'utilise souvent justement en accompagnement de clients quand tu veux un résultat absolument de suite et tout. J'ai là, oh, calme-toi, calme-toi. Bon, ça prend du temps, c'est comme ça, accepte-le. C'est comme ce que je disais, tu sais, il faut, tu tombes avant d'apprendre à marcher, tu te casses la gueule avant d'apprendre à faire du vélo, etc. C'est pareil, il faut l'accepter. Tu l'acceptes Et pour plein d'autres choses dans ta vie, mais pourquoi tu ne te l'appliques pas à toi-même, dans ton business, ou dans ton évolution personnelle, par exemple? c'est ça, et je veux partager un truc parce que ça m'est venu l'autre jour et en fait, je sais pas, pour moi, ça a été une révolution pendant mon cours de danse. Parce que justement, on a toujours, l'impression qu'il faut être parfait tout de suite, en tout cas savoir maîtriser tout de suite maintenant, tu vois? Et notre prof de danse, un jour, elle nous a sorti: «Mais vous savez, si vous saviez déjà tout, je servirais à rien». Et alors, c'est con, hein, mais moi, je me suis dit: «Mais oui, on en oublierait presque, en fait, que c'est elle la prof et que c'est à elle de nous apprendre parce que justement, on connaît pas». Et en fait, ça m'a je sais pas, moi, ça a été waouh! Mais oui, c'est incroyable, en fait, genre, c'est normal qu'on sache pas tout quand on débute quelque chose ou quand on teste de nouvelles choses, tu vois? De nouveaux programmes, nouvelle offre ou ce que tu veux, c'est normal, en fait. Si on savait déjà tout, en fait, ben, on serait pas là, en fait, on se poserait pas les questions et je sais pas, moi j'ai trouvé ça génial de se dire: «Oui, c'est normal qu'en fait on soit débutant et qu'il y ait des gens qui soient là pour aussi, nous aider» et que quand tu fais appel à quelqu'un justement que tu demandes de l'aide, ben, si tu fais appel à lui ou à elle, c'est parce que tu as besoin d'elle. C'est pas elle te demande pas d'être déjà parfaite, sinon tu irais pas les voir, quoi. Donc je sais pas, moi Mm. ça a été la révolution, alors je vous le partage, voilà, c'était ma parenthèse, mais je trouvais ça cool. Mais moi, je partagerai ma révolution un peu plus tard dans les questions parce que tout à l'heure, t'as dit un truc qui m'a fait paf, je l'ai noté de suite en mode genre, Très j'embrayerai à un moment donné quand on parlera d'autre chose. suspense. Et donc toi, ton mantra, ta Ouais. citation? Ah oui, alors moi, c'est in English, les gars, parce que je me la pète un peu. Bilingue, Mais madame, je ferai la bilingue. traduction, vous inquiétez pas. Alors, c'est Dipen Parmar qui a dit ça. Alors, ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas qui c'est. J'ai pas encore fait les recherches, mais vous pourrez le faire de votre côté si vous voulez. Et il a dit une phrase qui, moi, du coup, depuis que je l'ai entendue, me suit tout le temps. Et vraiment, on va dire, un catalyseur de passage à l'action. Il dit « The magic you are looking for is in the work you are avoiding ». Traduction, la magie de ce que tu recherches
se trouve dans le travail que tu évites. Sous-entendu, toutes les tâches que tu procrastines, toutes les choses que tu ne veux pas faire parce que oui, mais moi, ça va pas avec mes valeurs, J'aime pas je la sais pas quoi, structure. j'aime pas la structure, nanani, nanana. Ben, ce sont typiquement les tâches, on va dire, susceptibles de t'apporter les résultats que tu espères. Alors, ça veut pas dire qu'il faut tout faire contre ton gré ou quoi que ce soit, mais que souvent, quand tu rechignes à faire une tâche, quelque part, pose-toi la question, est-ce que c'est parce que ça te fait peur, parce que tu sors de ta zone de confort et que, attention, oulala, on sait pas trop ce qu'il y a par là-bas, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est à l'encontre des propres valeurs et qui, dans ce cas-là, ok, on n'y va pas. Mais si c'est juste parce que tu ressens de l'inconfort, parce que t'es pas trop à l'aise, parce que ça peut être aussi du manque de compétences, en fait, on te demande de faire quelque chose, tu ne sais pas le faire, donc du coup, tu n'oses pas, de peur de faire mal, etc., ou du hamster, blablabla, on connaît l'histoire. Mais en gros, c'est ça. Et depuis que j'ai compris ça, ben en fait, à chaque fois que je procrastine, je me dis, ben en fait, pourquoi je procrastine, quoi. Et si je sais que je procrastine pour les mauvaises raisons, ben en fait, je me dis, go, j'y vais. Et parce que je sais que c'est là où je dois les creuser. Voilà. Donc cette phrase, elle est vraiment game changer pour moi, vraiment. Et voilà. Trop bien. Trop bien. Et t'as raison, je pense que ça donne beaucoup d'indications. Qu'est-ce qu'on évite et pourquoi? Surtout pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui, c'est ça. Trop bien. Ok, next question. Maintenant, ça va être du tac au tac. Je vais te dire un mot, tu vas me dire le mot qui te vient en tête instinctivement après. Et ce mot-là, c'est échec. Ok. C'est ça mon mot. Ok. J'ai cru que t'allais dire échec et maths. Et maths. Non, vraiment, mon mot, c'est ok. Enfin, genre, so what, quoi. Genre, ouais. Ouais. Enfin, maintenant, c'est vraiment, ça arrivera, quoi. Genre, ouais, ok, quoi. Tant pis. Enfin, ça arrivera. Voilà. C'est cool de Ça fait pas penser comme peur. ça maintenant. Hmm. C'est Et marrant, tout. hein. Parce Ouais, que moi, c'est mon mot, il est pas du tout. Moi, quand tu me dis échec, franchement, et encore une fois, je vais être hyper transparente, le premier mot qui me vient en tête après le mot échec, c'est honte. Et c'est hyper paradoxal avec notre podcast, avec tous les discours qu'on a pu avoir sur tous les épisodes et tout ce que les invités ont pu dire, etc. Mais je reste convaincue que, malgré tout, c'est un réflexe humain, ou une croyance, très certainement, quelque chose comme ça, qui fait que dès que tu es confronté à un échec, ton premier sentiment, ton premier ressenti à l'instant T, vraiment sur les 3 premières secondes, c'est la honte d'avoir échoué. Ou peut-être la frustration, ou enfin voilà, ce genre de sentiment un peu nocif. Maintenant, là où je mets une nuance, c'est que aujourd'hui, je m'autorise à avoir honte quand j'ai un échec, mais pas plus de 3 secondes. C'est-à-dire qu'à la 4e seconde, je me dis, bon ok, ça m'a fait chier, on va dire les termes. Et maintenant, voilà, comment je fais pour avancer, comment je m'en sers pour rebondir, etc. Et avec justement tous les discours qu'on a eus, tous les conseils qu'on a eus de tous nos invités, bah maintenant j'ai plus de recul sur le fait de, ok, j'ai vécu un échec, oui, ça fait chier, à l'instant T, bah oui, je pleure si j'ai envie de pleurer, oui, je pète un câble si j'ai envie de péter mon câble, oui, j'aurais peut-être du mal à en parler sur le moment à mon entourage, etc. Mais une fois que l'émotion, on va dire, négative liée à l'échec est passée, là, je m'autorise à avancer et à rebondir plutôt que de mouliner dans mon roumégage. Je sais pas si ça se dit pas. Rouméguer, chez nous, c'est quand tu t'énerves, mais contre toi, là, que tu roumègues. rumine, quoi. Enfin, Ouais, ouais. oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ok. Du coup, voilà, plutôt que de ruminer dans mon coin, je me dis, ok, j'accepte ma mauvaise émotion, je la vis, je m'en débarrasse, et après, bam, je passe à autre chose et on rebondit. Ça veut pas dire que c'est simple à chaque fois, encore une fois, mais c'est plus facile, moi, dans mon process de digestion de l'information. Ouais, non, mais t'as raison. Après, il y a une différence entre déception et honte, parce qu'évidemment, on peut tous être déçus quand on se foire, parce que, bah oui, j'y ai mis de l'énergie, du machin, donc tu peux être déçu, frustré, comme tu dis. Et la honte, le truc, c'est que quand t'as de la honte, c'est que t'as l'impression de faire quelque chose qui est inapproprié par rapport à ce qui t'entoure. Et donc, c'est pour ça que tu parlais de croyance, c'est que, bah oui, c'est vrai que l'échec, l'erreur, en France surtout, et sûrement dans d'autres endroits, c'est toujours assez mal vu. T'es rarement félicité parce que tu t'es planté. Donc forcément, quand tu te plantes, oui, tu peux ressentir de la honte. Et moi, c'était clairement ça avant, hein. Dès que je faisais une erreur, c'était l'humiliation ultime pour moi. Mais parce que, bah oui, t'as l'impression que tu vas te faire taper sur les doigts, en fait. Alors que sûrement dans d'autres pays où tu vois les Américains qui valorisent l'échec
c'est peut-être pas le même ressenti. Alors peut-être que si, hein, j'en sais rien, tu vois, mais c'est peut-être pas en tout cas aussi fort tout de suite de c'est peut-être au contraire de la fierté, tu vois, de leur côté, genre cool, je me suis plantée, donc maintenant comment on avance? Mais souvent la honte, c'est j'ai fait quelque chose qui était inapproprié par rapport à la norme, entre Mmh. guillemets. Donc c'est Oui, alors, moi, ouais, du coup, moi, ma définition de la honte dans ce cas-là, c'est plus la honte de le dire, en fait, que tu ouais, t'es planté. C'est ouais, et plus tu dans vois, ce ça a sens-là tout que. à voir avec le regard de l'autre. Parce que Ouais, finalement, quand tu te plantes et qu'il y a personne autour et que tu rien à dire, bon bah t'es déçu, voilà, tu peux te dire ouais putain t'es con et tout, et après bon bah on passe à autre chose. Mais ça a tout à voir avec ah, mais que vont penser les autres de mon échec, parce que l'échec c'est pas bien, bouh, alors on c'est va me mal. juger, Bouh, bouh. Mais va bénir au Satanas. c'est ça. Mais c'est normal de ressentir de la honte. Enfin, on est très Ouais. ancré là-dessus, hein, malheureusement. Hein, donc on est là pour faire changer les choses. Ouais, mais après, c'est surtout pour apporter une nuance, tu vois, parce qu'il y a certaines personnes qui disent ouais, moi, j'ai pas d'échec, moi, je rebondis de suite, nanana. Sauf qu'en fait, je trouve ce discours cool dans le sens motivation pour rebondir, etc. Mais par contre, je le trouve hypocrite, pardon, Mmh. dans le sens où, à l'instant T, quand tu le vis, quand tu le traverses, Ça fait chier. non, ben voilà, il y a forcément un sentiment négatif, quelque chose qui vient parasiter. Enfin, ça serait pas humain de, je sais pas, t'as le ciel qui te tombe sur la tête, oh, trop cool, Ou je vais alors, pouvoir le c'est que ça remonter. n'avait aucun Non, intérêt pour toi et que t'étais pas vraiment c'est investi vrai. dedans et que du coup, je Oui, il m'en n'y a pas tape. de répercussion. Voilà. Mais Mais dans ce cas-là, effectivement, est-ce que du coup, c'est pas un échec d'avoir fait quelque chose ou d'avoir investi du temps dans quelque chose qui ne t'intéresse pas finalement? ah, mais après ça, c'est le déni. Donc Bon, allez, on va pas partir sur un autre sujet parce que j'ai encore des questions à te poser, ça fait déjà oui, 1 heure qu'on enregistre. la vache. Allons-y. Allez, on va essayer d'accélérer, il reste 3 questions. La première, c'est quelle est l'émotion qui te définit le plus en ce moment dans ta vie pro, perso, tout confondu? En ce moment, c'est stress excité. Donc un mélange de stress Oh. et d'excitation. Mais en même temps, pour moi, l'un ne va rarement avec l'autre. Enfin, ça dépend, mais Hmm. voilà. Là, comme je remets pas mal de choses en place, que je vais tester de nouvelles choses, assumer de nouvelles choses, donc ça me stresse. Et en même temps, comme je sais que c'est clairement ça que je veux faire et que ça va me faire kiffer, bah, je suis excitée en même temps. Donc voilà, mélange de stress et d'excitation, mais plus d'excitation que de stress. Enfin, c'est du bon stress, Hmm. ça, c'est pas de l'anxiété, c'est juste du Oui. bon stress. Trop Voilà. cool. Hâte de voir la suite du coup. Bah ouais, j'espère que ça sera à la hauteur de ce que je suis en train de vous raconter, mais en tout cas, Mais on bien sûr verra. que oui. Et toi? Alors moi, du coup, on est sur un mélange de stress aussi, d'angoisse et d'anxiété. Mais alors, je le vis pas forcément mal parce que c'est des émotions qui sont justifiées dans mon contexte. Dans le sens où, à l'heure actuelle, j'ai 4 activités à gérer, alors avec des importances différentes. Hein, je travaille pas 35 heures sur chaque activité par semaine parce que c'est littéralement pas possible. Mais voilà, j'ai quand même 4 activités à gérer. J'ai un déménagement prévu mi-septembre, donc ça arrive bientôt. Donc là, je suis dans les cartons, dans la logistique, l'organisation, etc. Et en fait, je sens que je suis à une étape charnière de ma vie générale, pas que de ma vie pro, de ma vie générale. Peut-être c'est la crise de la trentaine, hein, voilà, on va dire les choses, où du coup il y a pas mal de choses qui vont changer et qui vont nécessiter de rééquilibrer plein de choses, notamment l'importance de mes activités l'une envers l'autre, et du coup derrière ça provoque pas mal d'incertitudes et de doutes parce que du coup je sais pas trop non plus dans quelle direction je vais, alors je commence à faire ce travail-là de repositionnement, de remettre les choses, remettre les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, quoi, pour y voir plus clair. Mais en fait, c'est tellement un gros chantier et ça mêle tellement la partie pro et perso que c'est compliqué à l'heure actuelle. Donc ces émotions-là, de un peu négatives, d'angoisse, de stress et tout, je pense qu'elles sont justifiées. Et bien que ce soit inconfortable, je ne le vis pas forcément mal. Je sais juste que c'est une période normalement sur le papier transitoire et que une fois que les choses seront décantées, normalement, ça devrait aller mieux. Inch'Allah, on en reparle plus tard. Yes, oui, normalement ça devrait aller. Là, c'est juste beaucoup de changements en peu de temps, mais enfin beaucoup de choses à gérer. Mais oui, du coup, c'est logique que C'est ça, ça stresse un peu. c'est ça. Ok. Prochaine question. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné ou alors celui que tu exècres le plus? Que t'en as marre d'entendre? Ben moi, tout ce qui m'agace le plus, c'est à partir du moment où tu commences par il faut que. J'avoue que ça m'énerve, toi aussi peut-être, mais ça m'énerve particulièrement parce que
Justement, je parlais à une amie, il y a pas longtemps, coach aussi, et qui s'est fait accompagner par rapport à son offre, et la personne qui l'a accompagnée lui dit: «Oui, mais pour que les gens ils viennent, ils prennent ton offre, faut que ce soit très structuré, très détaillé. Semaine 1, il faut faire ça, semaine 2, on va faire ça, semaine 3, on va faire ça». OK, c'est super, OK, je comprends le côté, il faut structurer, il faut donner un peu d'informations aux gens parce que sinon, oui, c'est trop flou, on sait pas où on va. Mais, heu, dans des domaines genre comme le mien où tu es dans, voilà, mindset, dev perso, tu peux pas dire avec certitude, enfin, le coaching, c'est évolutif. Tu peux pas dire semaine 1, on va faire ça, semaine 2, on va faire absolument ça, c'est pas possible. Parce que ce que je peux imaginer en début de coaching, si ça se trouve, en milieu de coaching, on va partir complètement ailleurs, tu auras évolué d'une manière complètement différente que ce qu'on avait imaginé. Et du coup, en fait, ça veut dire que je t'ai dit des conneries, quoi. Ou alors tu vas me dire, attends, mais semaine 2, on devait faire ça, et là, on fait pas ça, c'est quoi Et ça sera compliqué de te dire: «Bah, non, mais en fait, c'est parce que, bah, c'est évolutif». Non, c'est pas possible, en fait. Ça, c'est tu peux structurer. Je veux dire, évidemment que moi, je sais que les personnes que j'accompagne, bien sûr qu'on va parler des émotions parce que ça sera inévitable, parce que OK, mais je sais pas quand, je sais pas comment, parce que peut-être que la personne A, on va commencer par ça, la personne B, on verra ça que plus tard, en fonction de ta problématique et de ce qui t'arrive. Donc le truc de: «Il faut absolument faire ça», sans penser à la personne, à la personnalité de la personne, à ce qu'elle veut, à comment elle fonctionne, heu, voilà, c'est pas possible. Tu vas droit dans le mur, et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ont l'impression de se foirer, alors que c'est juste la technique qui est pas adaptée. Bah, tu l'as dit au début d'épisode en plus, je crois que c'est juste la technique qui est pas adaptée à la personne, qui a pas du tout été vue. OK, bah, oui, ça serait bien parce que oui, stratégiquement parlant, ça fonctionne, mais toi, par contre, ben, le fais pas comme ça parce que c'est pas toi. Et ça m'énerve. Voilà, tout ce qui est «il faut que», absolument, genre aucune souplesse, ça va à l'encontre de tous mes principes, mais même dans la vie, hein, donc Mm. voilà, ce que je déteste entendre. Eh bien, écoute, on est raccord sur cette question-là, puisque c'est exactement la même chose que je m'étais notée avec un exemple différent que du coup je vais extrapoler. Moi, c'est celui qui me gonfle le plus parmi les il faut que, c'est il faut se nicher pour réussir. Alors, sur le papier, je suis d'accord avec cette affirmation, dans le sens où si tu te spécialises sur un secteur d'activité ou sur une niche très précise, et que tu focalises tout ton temps, toute ton attention, toute ton énergie sur ces personnes-là, évidemment que tu vas avoir des résultats plus rapides et que tu vas réussir plus rapidement. Ceci dit, c'est un modèle qui ne convient pas à tout le monde, et j'en ai fait l'expérience parce que moi, bête et disciplinée que j'étais quand je me suis lancée, on m'a dit il faut se nicher, j'ai essayé de me nicher, sauf que j'ai une personnalité où je suis curieuse de plein de choses, et que je me lasse très rapidement aussi de plein de choses, et du coup, pour moi, me nicher, c'est compliqué. Donc du coup, j'avais ce besoin de découvrir différentes activités, de me nourrir de plein de choses, et à aujourd'hui, en fait, quand on regarde mon parcours finalement, toutes les clientes que j'accompagnais, j'ai des clients dans tous les domaines d'activité, dans tous les secteurs d'activité, et pour chacune des clientes que j'ai pu accompagner, on a travaillé sur des stratégies différentes. Alors, il y avait certainement des points communs à droite à gauche, etc., mais du coup, il y avait quand même aussi beaucoup de différences en fonction du secteur d'activité, et moi, au final, c'est ce qui me nourrit, parce que j'en apprends tous les jours, je tombe pas dans ce côté lassitude, etc., et c'est le modèle qui me convient. Alors après, il faut juste être consciente que en choisissant de ne pas se nicher, d'être plutôt généraliste, forcément, la réussite va être peut-être plus longue à atteindre. Encore faut-il qu'on ait la même définition de réussite. Et là, on rentre sur un autre débat qui n'est pas à l'ordre du jour. Mais voilà, donc faites attention au il faut que, y a qu'à faucon, c'est ça qu'on dit. Et juste prenez du recul, apprenez en fait à auto-critiquer, auto-juger ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ça aussi, on en avait parlé, je crois, avec Léa pendant tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, justement, où les gens te disent ça, c'est la solution pour. C'est l'exemple du coach qui t'apprend à faire 10K en vendant lui-même une formation à 10K, tu vois. Enfin, voilà. Bref, faites attention à ce que vous regardez, prenez du recul, ayez un sens critique sur les choses. Tout ce qu'on vous présente, évidemment qu'il y a des avantages. Si ces personnes-là vous mettent en avant cette stratégie-là ou ce conseil-là, c'est qu'il a fonctionné pour cette personne-là, et c'est très bien. Mais posez-vous la question, est-ce que ça fonctionnera pour vous aussi? Si vous n'êtes pas sûr, testez. Tester. Il n'y a rien qui fige dans le marbre. Hein. On peut changer quand on veut, et il n'y a aucun souci avec ça. Mais juste voilà, soyez conscient que si on se spécialise pas,
ça prendra peut-être plus de temps. Et du coup, deuxième chose, c'est là où du coup je voulais rebondir quand ça a popé, quand tu l'as dit. Tout à l'heure, tu as dit l'expression le cordonnier le plus mal chaussé. Et en fait, je me suis fait une réflexion, mais vraie de vrai, cette nuit. Donc là, on enregistre, on est le 13 août. Hein. Donc dans la nuit du 12 au 13 août, je ne dormais pas parce qu'il fait 40 degrés en ce moment, j'ai déjà dit en intro. Et il en fait une trentaine à l'intérieur de chez moi parce que j'ai pas la clim, donc je ne dormais pas. Et j'étais en train de réfléchir, je sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai réalisé que l'expression du cordonnier le plus mal chaussé, c'est juste une putain d'excuse pour pas faire ce qu'on recommande en fait aux autres. Et ça marche. Alors moi, dans mon cas où du coup, tu vois, j'accompagne des entrepreneurs à développer leur business, etc., c'est typiquement une putain d'excuse pour moi parce que en fait je donne des conseils que je n'applique pas, c'est complètement con. Et pourquoi je le fais? Parce que ça me sort de ma zone de confort ou parce que je prends pas le temps de faire les choses, etc. Et en fait, du coup, si quelqu'un écoute et que ça lui parle, arrête de te cacher derrière cette excuse, en fait, et prends tes responsabilités, tout simplement. Tu es chef d'entreprise, tu dois te sortir les doigts du cul pour, désolé pour l'expression, mais tu dois te sortir pour les doigts du cul pour atteindre tes objectifs et aller là où tu veux, quoi. Tout simplement. Et arrête de dire le cordonnier le plus mal chaussé, arrête de trouver des excuses, passe à l'action, vas-y, go. Voilà. Et ça marche aussi pour, exemple tout con, mais genre tout ce qui est dans le bien-être, thérapie, machin, tout ça et tout. Si toi, au fond de toi, t'es au fond du seau, bah non, en fait. Non, voilà. Et du coup, ça marche dans plein de domaines d'activité. Donc voilà, c'était un petit peu aussi mon coup de gueule du jour. Non, mais t'as raison. T'as raison. Mais clairement, parce que de toute façon, quand tu dis ça, c'est que tu sais que tu fais pas le travail. C'est juste, t'es en pleine conscience que tu sais que tu fais pas le travail. Mais effectivement, derrière, bah, si tu le sais, enfin, un, viens pas te plaindre. Et deux, comme tu dis, prends ta responsabilité. Maintenant, tu sais quoi faire. Donc, incarne ce que tu dis aussi. De ouf, de ouf. Bon, du coup, pour conclure, on va dire sur une note un petit peu plus fun quand même. Quoique je sais pas, tu me diras ce que ça. La dernière question pour toi, c'est tout simplement, dis-nous un truc que personne ne sait sur toi. Alors, ça n'a rien à voir avec le business. C'est pas un échec. C'est juste, je sais pas, c'est une anecdote qui m'a popé en tête quand je réfléchissais à ça. Et du coup, je vais vous la partager. Vous allez savoir un événement de ma vie. What the fuck, mais pourquoi pas. Donc moi, j'adore danser. Et depuis très très longtemps. Et je me rappelle qu'une fois, j'étais avec mes parents, ça devait être les infos à midi ou j'en sais rien, bref. Il y avait un reportage sur les danseuses du Crazy Horse. Et je sais pas pourquoi, ça m'avait marqué parce qu'elles dansaient. Et il y avait genre le haut du corps qui bougeait pas. Et juste le bas. Juste, elles faisaient bouger les hanches. Et je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça, mais incroyable. Et je devais avoir 10 ans, même pas, je pense, hein, moins de 10 ans. Mais j'ai trouvé ça incroyable. J'ai dit, waouh, putain, mais c'est génial. Genre, le haut ne bouge pas, quoi. Vraiment, les épaules ne bougent pas. Le bas du corps. Et du coup, je me suis calée dans ma chambre. Je sais pas combien de jours à essayer de faire la même chose, de vraiment ne pas, devant le miroir, à ne pas bouger le haut du corps et juste bouger les hanches. Et c'est une grande fierté pour moi, genre d'avoir réussi à maîtriser ce mouvement. Et c'est nul, hein, mais je sais pas, ça me fait rire de vous dire que j'ai été inspirée par les danseuses du Crazy Horse à, je sais pas, 8-9 ans pour apprendre un mouvement à la con et que je sais pas, et que j'adorais. Trop fière. Alors la question qui me vient, c'est combien de temps tu as mis pour apprendre à maîtriser ce mouvement? Je sais plus. À la louche. Franchement, ça n'a pas été si long finalement, mais parce que je dansais déjà, donc je pense que ça m'a aidée. Mais oui, j'ai galéré quand même parce que tu contrôles pas trop. Enfin, t'as forcément envie de bouger les épaules, je trouve. Oui. Mais faut dire que j'étais vraiment impliquée. Hein. Comme quoi, quand on a envie de faire quelque chose, on y va à fond, hein, parce que putain, j'y ai passé du temps. Enfin, je sais que j'ai investi ton temps, ton énergie pour atteindre ton objectif et tu l'as réussi. Et j'ai réussi. Mais c'est pour ça. Enfin, il y a et tout des de trucs, suite, pour sur YouTube, une démo. Alors non, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait. Je pense que j'y arriverai. Mais voilà, c'était une anecdote à la con, mais ça m'a fait rire. Je me dis la dévotion. Mais du coup, ça fait écho avec notre discours depuis le début de ce podcast. Voilà, donc finalement, ça a un lien. Donc voilà, mon anecdote. Super. Et toi? Alors moi, on est sur un gros fail
qui n'a rien à voir avec le business, encore une fois aussi. Mais un gros fail qui va peut-être vous faire sourire. Enfin, moi, aujourd'hui, je me trouve ridicule, mais c'est pas grave. J'étais petite, alors je ne saurais pas te dire quel âge j'avais parce que j'étais vraiment petite. Et en fait, il s'avère que donc j'ai une cicatrice sur le genou, une petite cicatrice qui doit faire 2 cm, 3 cm, un truc comme ça, donc elle est pas dégueu quand même, hein. Et là, tu te demandes comment tu t'es fait cette cicatrice. Eh bien, j'étais petite, j'étais dans une fête foraine, je jouais à la pêche au canard. J'ai voulu attraper le canard le plus loin de moi. J'ai basculé dans le bac, et en fait, tu sais, c'est des bacs en plastique, mais genre du plastique mal taillé, tu sais. Alors peut-être qu'il y a plus de protection aujourd'hui, j'en sais rien. Mais du coup, à l'époque, en fait, et je me suis ouvert le genou sur le bord, en fait, du bac en plastique. Voilà, c'était mon fail. Effectivement, c'est con. C'est éclaté. C'est éclaté. Mais moi, ça me fait marrer, voilà. C'était un truc que personne ne savait sur moi. Bon, mais voilà, maintenant vous savez d'où provient ma cicatrice sur le genou. J'adore. Moi aussi, j'ai une cicatrice, là, elle a son histoire à la con aussi. Mais du coup, je vous le garderai pour un autre épisode. Oh. On fera un épisode sur les cicatrices. Dites-nous en commentaire si vous voulez un épisode sur les cicatrices. C'est ça. Pourquoi pas. Ou vous, quelle est votre pire cicatrice et l'histoire qui vient derrière. J'avoue. Dites-nous un truc en commentaire que ne sait personne pas ne dit sur sur vous. vous. Voilà. Mais de ouf. On sera ravis de savoir ça. On se sentira moins Grave. seul. Exactement. Donc voilà. Bon, pas trop bien. Je pense que on a fait le tour. On a fait un bel épisode. Ouais. À la base, on s'était dit, vas-y, on fait un épisode un petit peu court parce que c'est la rentrée et tout machin. Que dalle. 1h15. Allez, bonne écoute, hein. C'est ça. Qui fait la conclusion? Bah, vas-y. Ok. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, on avait plein de choses à vous partager, visiblement. Ça nous a fait pas mal réfléchir cette année de podcast, mine de rien, et toutes ces looses qu'on a partagées. C'était trop chouette, moi j'ai adoré. Mais ouais, c'était trop bien. On a passé un trop bon moment, là. Donc peut-être on fera ça tous les ans. En tout cas, vous nous direz si vous avez kiffé aussi, si vous avez appris des choses, si ça vous a fait du bien, si ça vous a fait réfléchir, etc. Vous connaissez la chanson. Mais encore une fois, merci beaucoup pour vos écoutes, pour votre présence, pour vos retours. Encore une fois, ça nous touche énormément quand on les reçoit. Et donc, c'est parti pour la saison 2. Moi aussi, je vais faire un cœur. Ouais, on fait des cœurs pour ceux qui sont sur YouTube. Voilà, on fait des cœurs. Des petits cœurs. Et pour ceux qui sont sur le podcast, on vous dit qu'on vous fait des cœurs. Voilà, on vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup pour votre amour à vous. On repart pour une saison 2. Et on espère que vous serez au rendez-vous. Et bonne rentrée à tous. Et bonne rentrée à tous. Et on se voit on s'écoute dans 2 semaines, du coup. Hein. C'est ça. À bientôt sur le podcast de la loose. À bientôt. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?